triple hélice alors qu'on sait déjà que les bases, appareils par paire, ça aurait été possible. Ils avaient un modèle dans lequel ça marchait. Donc la double hélice d'ADN, elle ressemble à ça. D'accord? C'est ça la structure de la double hélice d'ADN, d'accord? Donc vous voyez, là, vous avez tout ce que vous avez en jaune, c'est des phosphates. Et vous voyez qu'il y a 2 fils qui tournent l'un autour de l'autre. Et ce que vous avez au milieu, c'est les bases, les A, T, G, C. Donc en gros, celui à triple hélice, c'est en gros, t'as ta double hélice là, et t'en as un en plus en fait qui arrive à venir s'intercaler en fait. Et comment ça se fait? Parce qu'on sait que le A il est en face du T et le G il est en face du C. Comment on peut faire à 3? Et bien comme ça. En fait là vous auriez, vous voyez, un A, il arriverait à la fois avec des liaisons hydrogènes à se lier à 2 T en même temps. Et là pareil, le G en fait il arriverait à faire une triple liaison avec un C et à faire en même temps une double liaison avec un C en plus. C'était sur ça que ça se basait. Comment imaginer le modèle le plus compliqué et le moins parcimonieux? Non, en vrai de... Mais en fait, à l'époque où on n'avait pas de données expérimentales, en fait, les deux modèles avaient leurs avantages et leurs inconvénients. Et d'un point de vue strictement propriété biochimique et mathématique de la molécule, les deux se valaient en fait. Il n'y en avait pas un mieux que l'autre. Il n'y avait que l'observation directe qui allait pouvoir permettre de dire si c'était l'un ou l'autre modèle en fait. Donc il n'y avait pas forcément un modèle qui était plus parcimonieux que l'autre ou plus compliqué que l'autre, mais d'un point de vue biochimique, les deux étaient possibles.